D'abord, un grand merci pour cette invitation que je vais utiliser de manière... pour faire en fait une sorte d'introduction au débat. Hein. Je crois que c'est un peu ça le projet. Et donc je vais reprendre le thème, le titre que j'avais choisi, hein, c'était « Données et humanisme numérique, une même illusion ». Commençant par rappeler le résumé que j'avais proposé à Franck, où je disais qu'à partir d'un exemple concret, je montrerai que les données dites ouvertes s'avèrent difficiles à traiter, déluge de fichiers écrits en des formats privateurs, sources hétérogènes et donc difficilement comparables, problématiques imposées, rien n'est fait pour aider les citoyens qui croient aux promesses étatiques de l'open data. Et je pense que c'est des choses qui font vraiment écho à ce qui a été beaucoup dit aujourd'hui. Je dis qu'en même temps, donc nous, on est un peu dans une incapacité scribale à manipuler ces données, soi-disant données, par l'État. Et dans le même temps, alors que nous, on balbutie en matière d'écriture, on a les GAFAM, pour simplifier, qui s'approprient cette écriture, ce qui est notre principal bien commun en matière d'outillage mental, par exemple. Et je pose la question de savoir si ceci nous rend plus fragiles aux idéologies et aux réécritures de l'histoire. L'écriture de l'histoire, je pensais évidemment à Bouza, qui est le grand pape des humanités numériques et qui a cette double stature d'être à la fois adoubé par les jésuites et adoubé par les généreuses multinationales, puisqu'il travaillait avec IBM. C'est assez amusant de voir comment se construit une histoire des humanités numériques, à part, bon, disons les mots Dacos et Mounier, hein, qui sont à l'origine de ces discours et de la page Wikipédia associée, sans regard critique par rapport à la question de l'écriture de l'histoire, comme Michel de Certeau pouvait l'évoquer. Donc je voudrais commencer par un premier exemple pour montrer qui est relatif à l'open data. Après, j'ouvre sur la question de l'écriture appropriée par les GAFAM, qui doit être accessible sur le web, comme ici. Ce que je veux expliquer au sujet de l'open data, c'est une expérience où je m'intéresse à des questions de téléphonie mobile avec des collègues de l'INRIA qui, eux, s'intéressent plutôt aux basses couches de la téléphonie mobile. J'avoue que j'y comprends pas tout. C'est un dialogue qui est très difficile car très technique, et en même temps je rencontre des informaticiens à qui je dis: tu voudrais pas me donner m'offrir un stage par exemple de master pour faire l'épistémologie de la géographie numérique, etc. Et ils me disent oui, sans problème. Donc il y a une certaine générosité, et vous verrez qu'il y a des effets intellectuels non négligeables. Par exemple, pour cette question des masters, Arthur Perret a pu en profiter puisqu'il a pu faire un master sur cette thématique, comme après les Latada. Donc l'idée, c'était d'essayer de sortir de ce carcan des couches basses de l'Internet et de la rétro-ingénierie de ce que peuvent faire Facebook, YouTube, etc., pour donc injecter de la chair et du sang, un peu du social de l'humain, et ça a donné ça. Ça a donné le fait que je m'intéressais donc à des antennes de téléphonie mobile. On a 62 000 en France, et j'essayais d'associer ça avec des données sociodémographiques qui sont produites par l'INSEE. L'INSEE, très généreusement, vous découpe la France en 2 millions de petits carrés, à condition qu'il y ait du monde dedans, de 200 mètres sur 200. Donc on a l'impression qu'on a une finesse, on n'est pas loin du microscope, hein, qui a été évoqué tout à l'heure, et on va pouvoir effectivement associer ces antennes avec ces carrés dans lesquels on a des informations au sujet on va dire, on a des proportions de ménages pauvres, riches, de jeunes, de vieux. On sait 2-3 choses, hein. On aura envie de se dire, est-ce que par exemple les antennes de téléphonie mobile sont plutôt positionnées dans les endroits de grande consommation,
pour être dans mon imaginaire, peut-être pas dans la réalité, ça serait les personnes de 15 à 25 ans, ou dans les zones peuplées, ou etc., etc. Donc, alors c'est très sympathique, hein, tout cela est très généreux. Si vous voulez connaître les coordonnées des antennes, il n'y a pas de souci, à part que c'est au format Excel. Bon, Excel, moi je croyais qu'on pouvait mettre ça au format TXT. Et puis, elles sont vaguement triées par département. En fait, ce que va proposer data.gouv.fr, c'est 300 fichiers dans une grosse archive qui sont codés non pas par localisation quelconque, mais par l'heure à laquelle l'informaticien a travaillé. Par exemple, le fichier antenne mobile export carte radio 10/12/2013, 13h26 minutes 06 secondes, c'est un tel fichier Excel. Bon, donc il va falloir trouver un convertisseur pour passer ça en ASCII, il n'y a pas de problème. Les carrés de l'INSEE, c'est a priori pas loin d'être pareil, à part que on n'y a pas accès directement. C'est-à-dire que on a les carrés, mais en fait les carrés sont inclus dans des rectangles qui sont construits de manière un peu bizarre. Je vais tout de suite en montrer un tout de suite. Interpolés par des, je vais être un peu médisant, supposés peut-être des polytechniciens, etc., qui vous expliquent que, par exemple, ben voilà, il faut que j'ai au moins 12 habitants dans mon rectangle, donc ça ne me dérange pas de relier Saint-Malo au Mont-Saint-Michel, comme ça, ou ici, Brest avec... Vous voyez, bon, le rectangle, il va dans la mer, et puis il nous explique la chose. Ça pose absolument aucun problème. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, c'est ça. Hop, non, ça... Merci Arthur. Donc, donc j'ai vu la Bretagne. Comment sont construits ces carrés? À un moment, je vais me poser la question. Je vais essayer dans AP1 de carrés. J'en ai quand même que 2 millions. Hein, et j'arrive à comprendre que ça part du bas vers le haut et de droite à gauche. Par exemple, je commence par Bonifacio, etc., etc. Pour arriver à des représentations comme ça, j'insiste un peu sur le fait que là aussi, je suis dans une expérimentation cartographique, c'est-à-dire je suis dans une technologie de l'intellect. Hein. Ce que je fais là, je pense, j'utilise un outil graphique tout à fait élémentaire. Je ne vais pas utiliser un logiciel de carto sophistiqué. Donc, j'utilise des outils d'écriture absolument élémentaires. Donc j'ai mes carrés, je vais arriver à extirper des données à peu près précises à partir de rectangles qui ont exactement les données démographiques qui m'intéressent. Et après, j'ai un besoin du fond de carte. Le fond de carte, c'est pareil. Pourquoi le mettre en mode un peu accessible à tout le monde? Non, il faut absolument que ce soit du MapInfo. Alors c'est un format qui est propriétaire, qui est aussi aberrant dans la mesure où vous avez 2 fichiers qui se baladent. Il y en a un avec les identifiants. Par exemple, à la 15e ligne, vous allez trouver un identifiant qui est assez sympathique, genre CRS, blablabla, avec ou N101, etc., etc., ce que vous voyez ici. Et puis à un moment, dans le fichier .mif, vous allez effectivement repérer sur 4 à 6 colonnes des informations. Il faudra arriver à ajuster soi-même l'identifiant avec le descriptif en longitude, latitude du carré pour arriver à faire un recollement intelligent. J'ai oublié de dire qu'effectivement les données sociodémographiques que j'évoquais tout à l'heure, elles sont au format des bases, hein, autant être dans l'open data, généreux, hein, on est dans le domaine public, il n'y a rien de privateur là-dedans, il faut alors trouver une moulinette qui va permettre de faire la chose. On retrouve, on est content, on se dit, tiens, j'ai fait une erreur monumentale puisque je trouve des chiffres fractionnaires dans mes carrés. J'ai un carré de 200 habitants, il y a 1000,5 personnes dedans. Oh là là, je me pose encore des questions et je réalise qu'au final, je circule dans des formats complexes, privateurs. Je n'ai que 500 mégas de données à ma disposition pour essayer de faire l'articulation entre les deux. Et je me dit que c'est effectivement accessible au commun des mortels, à tous les enfants de 15 ans qui veulent faire un peu s'amuser avec l'informatique. Donc je disais dans le résumé que je montrerai que les données ouvertes s'avèrent difficiles à traiter, déluge de fichiers écrits en des formats privateurs, sources hétérogènes et donc difficilement comparables, problématiques imposées. Rien n'est fait pour aider les citoyens qui croient aux promesses étatiques de l'open data. Alors ceci dit, ça marche malgré tout.
en fait, les choses qu'on arrive à obtenir, c'est des choses comme ça. Ici, vous avez Lyon, et j'ai découpé en petits carrés, j'ai Lyon, et j'essaye de repérer les proportions de jeunes, donc moins de 10% c'est jaune, 10 à 15% c'est orange, et plus de 20% ça doit être rouge. On voit quand même des phénomènes qui ne sont pas inintéressants. Ici, vous avez la presqu'île, globalement le centre de Lyon, et c'est rouge à l'extérieur, donc les jeunes sont relégués en banlieue. Ça, bon. Les populations où il y a beaucoup de jeunes, on arrive à faire une sorte de primo-sociologie pas complètement incohérente, quoi. Si je veux, j'ai quand même un certain problème que j'ai peut-être pas évoqué. Oui, à terme, ce que je voudrais, c'est ça. Ça veut dire représenter. J'ai des antennes, hein, c'est mes petits ronds violets, et puis j'ai mes carrés qui me définissent, par exemple, une proportion de jeunes ou une proportion de pauvres. Et j'essayerai d'imaginer des liens entre les uns et les autres. Mais ce qu'on comprend bien, c'est que ces liens, on arrive à les pressentir visuellement, et c'est excessivement, c'est un outillage intellectuel qu'il faut absolument pas négliger. Ceci dit, on aura besoin de faire des corrélations après. Alors les corrélations, soyons honnêtes, disons-le tout de suite, ça va se faire grâce à des amis un peu spécialistes du domaine, parce que j'ai 60 000 antennes et je vais me rester 900 000 carrés. Je ne veux pas trop me tromper, je préfère laisser des experts faire. Mais vous voyez, là, d'un seul coup, dès que je veux poser une question tout à fait élémentaire, les compétences variées que je suis obligé de solliciter. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment, je vais pouvoir regarder quelles antennes sont ou non dans un carré pour élargir cette question de la corrélation. Et ça, c'est tout à fait élémentaire, hein. N'importe quel citoyen, même non éduqué, peut le faire, puisque il faut simplement, pour convertir les carrés qui sont dans un format Lambert 2 en WGS 84, il ne faut que 5 jours pleins de calcul en connaissant les scripts Python ad hoc. Et pour savoir si une antenne appartient ou pas à un carré donné, puisque les carrés ils sont toujours un peu tordus, puisqu'on est dans des logiques de projection, il n'y a besoin que 7 jours pleins. Hein. Donc c'est easy, d'accord ? Et à un moment, je vais finir par arriver peut-être à quelque chose comme ça. Je vais peut-être montrer directement ce résultat, qui a priori n'est peut-être pas très clair, mais qui me donne une idée, pour vérifier au moins si les calculs de mon collègue de l'INRIA sont bons ou pas. Je vais essayer de voir si une antenne est dans un carré ou pas, un carré habité, dans un des 900 000 carrés. Si elle est dans un carré, je la mets en rouge. Si elle n'est pas dans un carré, je la mets en bleu. Donc, je vérifie que, là où je vérifie, intuitivement toujours, hein, je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est fragile, là où je vérifie bien que ça marche, c'est là, paradoxalement, au nord de la France. Ça a été un moment de panique extraordinaire. Qu'est-ce que font ces antennes au milieu de l'eau ? Eh bien non, il y a effectivement des antennes qui sont bien définies, qui sont dans le détroit de la Manche, peut-être pour permettre aux gens qui sont sur les bateaux de communiquer plus facilement. Et vous voyez qu'on repère assez bien une carte de la France et de ses systèmes de communication, avec un petit souci, c'est que à peu près la moitié des antennes considérées sont dans des zones où il n'y a pas d'habitants, quoi. Donc si vous regardez, là on est à Bordeaux, hein, j'y arrive, disons que ça a l'air à peu près cohérent, hein, donc on va retrouver des lignes de circulation, etc. J'en profite aussi pour montrer une autre carte qui n'est pas tout à fait conforme. On sent bien que cette carte de France, elle a un petit problème. C'est quand j'ai simplement confondu les coordonnées géographiques avec des coordonnées cartésiennes. Mais je voudrais simplement dire que dans une logique exploratoire qui était tout à fait bien explicitée tout à l'heure, dans la production, le lien entre le problème et la méthode, des fois quand je veux visualiser quelque chose, je n'ai pas besoin que ce soit précis, exact. Si ma France, elle est un peu large, c'est-à-dire c'est globalement, je confonds un fuseau entre deux méridiens avec une branche de cylindre, je suis à peu près content. Je vois quand même que mes antennes sont à peu près bien disposées. Alors ici, accessoirement, si vous voulez, on voit le résultat pour la région parisienne. Le fichier sorti de QGIS, j'en ai pas parlé tout à l'heure, ne fait que 15 mégas. Vous voyez aussi qu'on est dans des lourdeurs absolument exceptionnelles. C'est quelque chose qui me semble pas vraiment nécessairement accessible au premier venu, quoi. Alors,
ceci dit, on est quand même assez content. On arrive à partir de 62 000 antennes et 900 000 carrés à produire quelque chose qui va se développer, qui va permettre, donc je disais, de donner un peu de chair à une réalité technique, pour reprendre un peu les termes que tout à l'heure, une sorte d'agencement politique, hein, puisque créé par des ingénieurs, des personnes qui décident de mettre des antennes à cet endroit-là, etc. Et donc je considère que, de certaines mesures, c'est un certain succès qui humanise les sciences exactes, mais qui aussi ne pourrait pas se faire sans les compétences de ces sciences exactes. Accessoirement, je pourrais notamment évoquer le rapport qu'il y a avec les étudiants, c'est-à-dire la possibilité de donner des éléments de cette culture de l'écrit numérique à nos étudiants, en disant que si j'utilise moi-même TICZ pour faire les cartes que vous avez vues, là, avec les petites antennes bleues et rouges, en fait, il s'agit de recopier une formule du genre fil, que vous voyez en bas, là, fil égale raid, les coordonnées de l'antenne, et vous écrivez après circle radius égale celui que vous voulez, et il suffit de faire ça, par exemple, 62 000 fois, et la carte est faite. Hein, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'apprendre QGIS, qui est quand même quelque chose d'assez lourd, etc. On apprend à faire une petite itération pour l'antenne 1 à N, écrivez ça, et paf, ça vous fabrique un fichier TICZ, ça se compile, et ça vous fait un PDF, les doigts dans le nez, j'ai envie de dire. Hein. Donc, si je fais un bilan de la chose, j'ai des propos sur la générosité étatique et sur l'émancipation citoyenne qui m'ont l'air plutôt mensongers, et j'ai envie de dire que c'est un peu logique, parce que les littératies numériques sont relativement peu répandues, voire réservées aux ingénieurs, informaticiens et passionnés rigoureux. Là, je suis sur des fichiers qui font 22 millions de lignes, ça s'ouvre pas avec Word, etc., quoi. En revanche, cette littératie, on peut supposer qu'elle est présente chez les employés des GAFAM, et admettre, au moins à titre d'hypothèse, que ces multinationales formatent nos pratiques, contribuent fortement à l'instabilité de la culture de l'écrit contemporain, nous mentent, ça je vais insister, je vais le montrer clairement, et se servent surtout de leurs compétences digitales, c'est-à-dire de ce savoir-faire qu'elles ont en matière d'écriture, pour nous vendre. Hein. Et je vais donc solliciter un article que j'ai écrit sur les nouveaux maîtres de l'écriture du monde, en commençant quand même par une petite diapositive qui vous incite évidemment à suivre mes travaux sur les réseaux sociaux. Hein, donc, follow me on Twitter, Total, Esso and Shell, et en espérant quand même que autant, si je vous montre l'icône de Twitter et Facebook, vous dites « Ah voilà !» Cool le mec, branché Guichard, hein, on sent que c'est un chercheur dans la modernité. Alors que si je vous montre ces images-là, vous pouvez être un peu choqué, je sais pas, on pense tout de suite dictature, Birmanie, pollution, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'on ait une tolérance absolue par rapport à ces multinationales de l'écriture, alors qu'on est relativement intolérant avec de tels logos. D'autant plus que si vous regardez un peu les choses dans les détails, je vous fais un peu rapidement, mais le budget de l'État français, ça dépend si vous comptez avec la dette ou sans la dette, c'est à peu près le chiffre d'affaires de Apple. Hein. Donc on est quand même avec des objets qui sont particulièrement puissants, qui sont hyper investis dans des nouvelles normes d'écriture que nous adoptons en tant que consommateurs et qui changent un petit peu tout le temps. Je pense qu'on pourrait quand même se poser quelques questions politiques sur le pouvoir, sur le monopole de ces entreprises. D'autant plus qu'à la limite, ça ne serait que suivre ce que font les Américains qui effectivement appellent à casser Apple, par exemple, mais aussi Google, Amazon et Facebook. Alors au sujet des mensonges, je voudrais en donner un seul. Si je cherche
bon, pourquoi il ne veut pas ça, à savoir combien il y a de personnes combien il y a de pages qui parlent de Dieu. Après tout, c'est une très bonne question. Eh bien, qu'est-ce que je vois ici? Ah, très, très intéressant. Des pubs, annonce, priez Dieu, annonce. Et au milieu, aucun document ne correspond aux termes de recherche spécifiés. Google ne me donne pas de page web. Ah bon? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, m'a dit Arthur Perret, t'as menti, t'as écrit start égale 300, t'as essayé de regarder la 300e résultat. Bon, ok, ouais, c'est pas Google qui ment, c'est moi. Donc, qu'est-ce que je retourne un petit peu, je sais pas ce que c'est que ça. On va faire simplement Q égale Dieu. Question égale Dieu. Et effectivement, j'étais un peu de mauvaise foi. Enfin, mauvaise foi. Google me dit il y a 185 millions de résultats. Il n'est pas capable de m'en donner 300. Ce qui fait qu'il ment, c'est moi ou c'est lui, là? D'accord? Hein, l'expérimentation peut se réaliser aussi si vous regardez combien il y a de pages qui parlent de Google. Eh bien, on vous dit que, ah ben là, j'ai de la chance, il y en a 12 sur 105 résultats. Donc, ce qu'il va me dire, c'est que j'aurai pas plus de 113 pages qui me feront faire pour arriver à savoir quelles sont les pages qui parlent de Google. Donc là, on est quand même dans le mensonge, et on peut se demander jusqu'à quel point on est naïf pour croire en une telle entreprise. Et surtout à la solliciter en tant que moteur de recherche, si je pense maintenant de Google à Alphabet, en termes de système d'échange avec Gmail, pour la consultation de vidéos, en tant que navigateur, en termes de système d'exploitation du téléphone, avec Google Maps, pour la consultation d'ouvrages, pour l'estimation de la notoriété des collègues, etc. Ce que je dis autrement, c'est, remettez-nous un peu dans le passé, j'achète de l'essence Shell, des voitures Shell, des encyclopédies Shell, des stylos Shell, je consulte des chaînes de télévision Shell, dans un monde où je poste mon courrier dans des boîtes aux lettres qui appartiennent à Shell. Mais je pense qu'on aurait quand même un peu l'impression qu'il y a un petit monopole et que peut-être que Shell aurait une possibilité de profiler nos façons de penser. Donc là, c'est quand même une question qu'on peut se poser, c'est quelle est la naïveté dont on est capable de faire part par rapport à des instruments, je citais Google, mais ça peut valoir pour d'autres. Alors, je pourrais évoquer les données qui sont données. On parlera des données obtenues tout à l'heure. Ou je crois que j'en ai parlé, je ne sais plus. Mais en disant qu'on ne s'émeut pas d'être suivi à la trace, de mettre à disposition de Google, Facebook, nos réseaux de sociabilité, de les informer de nos préférences les plus intimes, etc. Et on ne s'inquiète pas du tout sur le fait que Google, 90% de ses revenus proviennent de la publicité. Alors les données, elles sont aussi volées. Ici, vous avez une carte, ça c'est une expérience qui est faite avec des collègues informaticiens, où vous avez Antoine Chemardin, il est à Annecy, il regarde 3 sites web français, du genre Darty ou la FNAC, ou choses comme ça, et il regarde où fuitent ces données. Vous voyez que tous les petits points bleus, c'est les endroits. Donc ici, on a les États-Unis, je ne sais pas si c'est très visible, ici l'Europe, dans lesquels les données de son téléphone, bon, et on ne sait pas trop lesquelles, s'en vont. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de faire une
une critique, mais je pense qu'il est important de faire une critique politique du comportement de ces entreprises qui ont un peu le monopole de l'écriture et qui utilisent cette compétence pour nous vendre sans que nous le sachions vraiment, mais c'est peut-être aussi intéressant de savoir comment on pourrait se réapproprier ces savoirs, ce rapport à l'écriture, et peut-être comprendre aussi comment elles font, quelle est leur force. Et peut-être lutter contre leurs abus. Ceci dit, ce qui me semble important d'expliciter, on pourrait le refaire dans le débat tout à l'heure, c'est que les grands acteurs du numérique façonnent notre monde socialement, par les mises en réseau, intellectuellement, par exemple par les réponses aux moteurs de recherche, économiquement, ça c'est manifeste, et politiquement, je voudrais renvoyer aux travaux de David Chavalarias qui ont été évoqués tout à l'heure, qui montrent à quel point, effectivement, on est dans des logiques de manipulation politique. C'est pas la peine d'arriver à manipuler plus de 2% de la population, parce qu'en ce moment, effectivement, on sent que, par exemple, pour les élections présidentielles, quand vous avez 4 candidats à égalité, celui qui a 2% de plus, il est passé au deuxième tour, et ça change complètement la donne. Revenir aussi peut-être sur le fait que, pour le dire simplement, si on regarde un petit peu les savoir-faire de Google et consorts, ils sont tout à fait typiques des meilleures manières de penser, de faire avancer des connaissances comme on le faisait à l'université au 19e siècle ou au 20e siècle. Donc c'est quelque chose qui globalement nous appartient et qu'on maîtrise particulièrement bien. Il n'y a pas effectivement une intelligence artificielle exceptionnelle qui ne nous serait pas accessible. Rappeler peut-être aussi un contexte qui sera aussi utile, j'espère, pour le débat, c'est-à-dire que c'est peut-être intéressant de voir l'écriture comme une technique, ça c'est les idées de Jack Goody, qui conditionne sans détermination nombre de nos façons de penser et d'organiser la société, que les sociétés, effectivement, pour insister sur la non-détermination, quand elles sont en contact avec l'écriture, elles choisissent des solutions différentes pour, je veux dire, sculpter leur univers politique et intellectuel, notamment en matière de religion, de droit, etc. Que l'écriture est aussi une technique qui dysfonctionne profondément, elle restitue mal l'oralité, multiplie les erreurs d'interprétation, et que globalement, on a une sorte de technologie égoïste qui fait qu'on passe notre temps à essayer de la maîtriser, à éviter ces choses trappes, à multiplier des signes de ponctuation, par exemple, et à nous assurer que ces signes font finalement bien culture. La chose que je voudrais montrer là, c'est qu'on a du mal à comprendre des fois à quel point, effectivement, cette idée de technologie de l'intellect, d'écriture numérique, etc., c'est-à-dire il y a quand même une idée anti-méditerranéenne, si vous me permettez, qui consiste à dire que la technique peut avoir un effet sur l'organisation de notre pensée. Ça a été un peu évoqué tout à l'heure quand on parlait de la réversibilité entre problème et méthode. Et je donne juste un exemple minimal pour vous montrer à quel point des fois c'est l'écriture qui fait la totalité du raisonnement. Ça veut dire que et ça me permet de comprendre effectivement comment certains savoir-faire autour de l'informatique contemporaine en matière de jeux avec des obtenus peut-être un peu massives donnent effectivement des résultats. Cet exemple, c'est la somme des 100 premiers nombres que je vous écris de manière horizontale, mais j'écris aussi sur la deuxième ligne de la même manière, mais à l'envers. D'accord ? Et si d'un seul coup je commence à me dire mais je vais sortir de cette linéarité de l'écriture pour basculer dans une écriture à la fois horizontale et verticale, je vois que ici, si j'ajoute 1 et 100, ça, j'ai 101, 2 et 99, j'ai 101, 3 et 98, j'ai 101, donc j'ai toujours 101, 101, 101, là-bas aussi, et combien j'aurai quand je regarde donc la somme de mes deux premières lignes, ben, j'aurai 101 plus 101 plus 101, combien de fois 100, c'est marqué, puisque j'ai exactement 100 colonnes. Donc je trouve que la somme de mes deux lignes, ça me fait 101 que multiplie 100,
Et j'en déduis sans aucun souci que la somme des premiers nombres vaut la formule que je donne, que je ne reciterai pas. Donc là, on a quelque chose qui est assez problématique, parce que ça, c'est un résultat qui est relativement important en maths. Sans ça, j'ai envie de dire, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'Internet. Et donc on réalise qu'effectivement, il y a la possibilité que de manière avec l'écriture et donc de manière purement technique, mécanique, dans un jeu de recettes, on arrive à acquérir des savoirs qui puissent être relativement stables et des fois considérés comme hautement conceptuels. On pourrait se demander, et c'est là que j'ai entendu quelque chose sur des mathématiques là, tout à l'heure, peut-être que la mathématique aussi est un art de jongler techniquement avec les signes. Il n'y a pas que les sciences sociales qui ont ce privilège. Alors, si je continue, c'est-à-dire pour essayer de comprendre ce qui se passe avec l'écriture, et je pense que c'est une manière de nous faire comprendre donc, ce qui se passe avec l'écriture numérique aujourd'hui, avec les rapports de pouvoir qui sont induits entre des personnes, des groupes, des entreprises qui maîtrisent cette écriture, qui la normalisent, et nous-mêmes, mais aussi ce qui pourrait se passer si, en tant que science sociale, on pourrait s'approprier cette écriture à la fois pour jouer avec, mais aussi pour faire avancer des questionnements sous-entendus, et ça renvoie à ce que j'appelle, entre guillemets, les humanités numériques. On peut effectivement se rendre compte que les embûches précitées donnent une dimension réflexive à cette technologie de l'intellect. C'est-à-dire qu'il est difficile d'user de l'écriture sans penser à ses effets, à ses contraintes, à ses apports intellectuels. Et que l'écriture nous permet d'expliciter les interactions entre la pensée supposée subjective, intérieure, et l'outillage supposé objectif, et nous montre que, imaginez qu'il y a une totale objectivation de l'outillage, de la matérialité, est assez problématique. Parce que ce que je viens de dire pour l'écriture vaut aussi certainement pour d'autres outils, pour d'autres techniques. Et on pourrait dire qu'à la limite, de nombreux responsables des GAFAM n'ont fait qu'appliquer ce que nous savions déjà, c'est-à-dire qu'il existe un lien fort entre pensée et technique, il existe aussi un lien fort entre technique et culture, on pourrait en parler, et que peut-être le monde est beaucoup plus écrit qu'il n'est donné. Ça, c'est des questions a priori philosophiques, mais qui sont très très faciles à traiter aujourd'hui avec la question du numérique, et qui permettent aussi de faire retour à des questions d'histoire de science tout à fait concrètes, quoi. Ne pas oublier que de ce fait-là, mais ça a aussi été démontré par Goody, encore une fois, qu'à partir du moment où on est dans une société où il y a très peu de gens qui savent écrire, en fait, ils font tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, elles peuvent imposer aisément leurs valeurs morales, politiques, esthétiques. Du coup, l'importance de savoir écrire pour nous, si on veut opposer des valeurs, par exemple, politiques ou même esthétiques, à celles qui sont en train d'être normé, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Mais je dis pas ça dans un esprit polémique où il y aurait des méchants qui auraient tout le pouvoir. Au contraire, ce que je veux dire, c'est que ce pouvoir de l'écrit nous appartient à tous, et il suffit de s'en emparer, même s'il y a des efforts techniques à faire pour maîtriser les formes d'écriture contemporaine, sachant que dès qu'on veut comprendre quelque chose, faut quand même faire des efforts, hein, que ce soit pour faire un peu de maths ou pour lire Kant, il n'y a pas de souci, il faut un peu travailler. Je voudrais peut-être, est-ce que je vais peut-être tout simplement abrégé en fait, en disant que l'idée de pouvoir être des lettrés du numérique, c'est-à-dire d'avoir une sorte de maîtrise assez développée de l'écriture sous sa forme technique, hein, sous toutes ces formes
technique allant jusqu'à la réflexivité, nous permet de penser peut-être plus explicitement nos disciplines, leurs évolutions, leurs intersections, etc. C'est-à-dire qu'on peut assez facilement, les questions techniques contemporaines autour de l'écriture alimentent profondément les questions d'épistémologie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Et que, en fait, il suffirait peut-être de renouer avec notre cœur de métier de savant et de lettré, de jongler avec l'écriture, la pousser à ses limites, expliciter sa dimension réflexive, pour à la fois nous réapproprier le monde contemporain, l'écrire comme nous le désirons, et faire œuvre de continuité avec le passé. Parce que à partir du moment où on commence à se focaliser sur cette question d'une écriture qui serait un petit peu du travail de jonglage, de manipulation, etc., on est obligé de se demander jusqu'à quel point c'était pas comme ça par le passé. Et effectivement, dans le passé, dans énormément de disciplines, que ce soit en histoire, en mathématiques, en physique, il y avait énormément de travail de technique par rapport à l'écriture. Donc la culture de l'écrit pourrait se réapproprier en retroussant ses manches et nos neurones, en dialoguant avec toutes les disciplines, tous les représentants des savoirs. Et c'est un peu ce que font effectivement, ce que fait un peu Google, c'est ça qui peut nous impressionner dans la force de Google actuelle, mais c'est une sorte de... il y a aussi une pratique d'interdisciplinarité sans complexe. Hein. Se rappeler que la technique est notre habit et que nous en sommes les tailleurs. Éventuellement, ça ne nous empêche pas de prolonger le travail des Européens avec le RGPD en disant qu'on peut interdire à ceux qui ont pris une petite avance en matière d'écriture de se transformer en prédateurs de nos intimités et en promoteurs des totalitarismes. Et que parmi les solutions qu'on pourrait déjà développer à l'université, mais je crois que vous le faites pas mal à Bordeaux et ça m'impressionne beaucoup, réapprendre à lire et à écrire à tous nos concitoyens et à tous ceux du monde entier, d'autant plus que je n'ai pas insisté là-dessus, mais il existe énormément d'outils alternatifs. Hein. Donc, pour aller vers le débat, je disais que les GAFAM s'approprient notre principal bien commun en matière d'outillage mental, que cela nous rend peut-être plus fragile en tant qu'intellectuels et scientifiques aux idéologies, aux écritures du monde, hein, et aux réécritures de l'histoire. Et au sujet des humanités numériques, là maintenant, la balle est un petit peu dans ton camp, mais peut-être faire une rapide allusion au résumé de l'article que tu as eu la gentillesse de faire circuler, où je voulais rappeler effectivement la complexité de la culture numérique et de la culture de l'écrit, sachant que pour moi la culture numérique c'est la culture de l'écrit contemporain. Vous avez compris quand j'ai expliqué que l'écriture était en fait composée, ça je l'ai pas dit tout de suite, mais il y a globalement 4 constituants, un système de signes, un support, une activité effectivement un peu intérieure, psychique pourrait-on dire, mais elle ne pèse pas si fort que ça, et des écoles de pensée. Et ce qui est important, c'est les circulations qui peuvent s'exercer à partir de là, et que quand certains des ingrédients de cette écriture, par exemple le support et le système de signes changent, eh bien, ça bouleverse toute la culture de l'écrit. Et que maintenant, la culture numérique, c'est la culture de l'écrit contemporain, de l'écriture numérique, et qu'il y a effectivement énormément de petites choses que on savait faire de manière un peu automatique après quand on a fait 15 ans d'études à l'école et au lycée, et qu'il nous faut réapprendre, réinventer aujourd'hui. Donc, se poser effectivement la question de qu'est-ce que pourrait être une culture numérique minimale à l'université, en se disant que peut-être que l'université c'est pas très bien écrire et lire aujourd'hui avec le numérique, notamment en sciences sociales,
et s'interroger sur le mouvement des humanités numériques, en disant que peut-être que je me suis intéressé sur un seul aspect de ce mouvement que je décris comme un syndicat lettré mal accueilli par l'université, parce qu'effectivement il y a un conflit au sein de l'université entre les tenants de l'ancienne écriture, j'ai envie de dire, et de la nouvelle. Je ne vais pas faire l'ancien monde contre le nouveau monde, j'y crois pas du tout, mais je pense qu'il y a des questions de savoir-faire qui sont associées et qui sont assez politiques, quoi. Mais le fait qu'on ait un mouvement des humanités numériques qui se prétend fédérateur, alors que si on regarde dans le détail les pratiques numériques, elles restent profondément disciplinaires, et que la définition qui est donnée des disciplines par les héros des humanités numériques, notamment dans le manifeste des humanités numériques, renvoie à des descriptions disciplinaires qui sont du niveau du baccalauréat, c'est-à-dire l'histoire c'est ça, la géographie c'est ça, donc c'est un peu tristoun, quoi. Et essayer de comprendre le fait que, je vais peut-être m'arrêter là, que dans Humanité numérique, il y a quand même une sorte de métaphore qui sollicite implicitement l'idée qu'il y aurait un humanisme numérique qui pourrait se recréer à partir de ce mouvement des humanités, et remarquer que de ce que je vois aujourd'hui dans la structuration de ces humanités numériques, il n'y a rien d'humaniste, aucune, il n'y a que des préoccupations techniques, éventuellement patrimoniales sans grande réflexion, et que si il y a des endroits où on trouve effectivement des questions humanistes, par exemple sur la citoyenneté, sur notre pouvoir politique, on les rencontre beaucoup plus chez des informaticiens qui ont cette maîtrise de l'écrit et qui ne se revendiquent pas pour autant des humanités numériques. Donc je crois que j'ai terminé un peu avant. Merci Eric.